Bonjour à tous. Alors, nous allons aujourd'hui commencer les études de texte sur Lucrèce Borgia. Donc, après avoir vu qui était Lucrèce Borgia historiquement dans la séance 1, après avoir étudié le mouvement littéraire du romantisme dans la séance 2, et après avoir travaillé plus en détail sur la pièce Lucrèce Borgia et ses mises en scène, aujourd'hui nous allons nous attaquer à l'étude de la première scène de Lucrèce Borgia. Alors, qu'on appelle traditionnellement la scène d'exposition. Quand vous entendrez le terme scène d'exposition, ça veut dire que c'est la première scène de la pièce. Alors, l'extrait que nous allons étudier va donc de la mention acte premier, affront sur affront, avec toute la didascalie de la première partie, jusqu'à la réplique de Jeppo. Le cadavre, c'était Jean Borgia, le cavalier, c'était César Borgia. Alors, je vais vous faire la lecture de cet extrait. Acte premier, affront sur affront, première partie. Une terrasse du palais Barbarigo à Venise. C'est une fête de nuit. Des masques traversent par instants le théâtre. Des deux côtés de la terrasse, le palais, splendidement illuminé et résonnant de fanfares. La terrasse couverte d'ombre et de verdure. Au fond, au bas de la terrasse, est censé couler le canal de la Tsueka, sur lequel on voit passer par moments dans les ténèbres des gondoles chargées de masques et de musiciens à demi éclairés. Chacune de ces gondoles traverse le fond du théâtre avec une symphonie tantôt gracieuse, tantôt lugubre, qui s'éteint par degrés dans l'éloignement. Au fond, Venise au clair de lune. Scène première. De jeunes seigneurs magnifiquement vêtus, leurs masques à la main, causent sur la terrasse. Gubetta, Gennaro, vêtu en capitaine, Don Apostolo Gazzella, Mafio Orsini, Ascanio Petrucci, Oloferno Vitellozzo, Jeppo Liveretto. Nous vivons dans une époque où les gens accomplissent tant d'actions horribles qu'on ne parle plus de celle-là, mais certes il n'y eut jamais événement plus sinistre et plus mystérieux. Une chose ténébreuse faite par des hommes ténébreux. Moi je sais les faits, mes seigneurs. Je les tiens de mon cousin éminentissime, le cardinal Cariale, qui a été mieux informé que personne. Vous savez, le cardinal Cariale qui eut cette fière dispute avec le cardinal Riario au sujet de la guerre contre Charles VIII de France. Voilà Jeppo qui va nous conter des histoires. Pour ma part, je n'écoute pas. Je suis déjà bien assez fatigué sans cela. Ces choses-là ne t'intéressent pas, Gennaro, et c'est tout simple. Tu es un brave capitaine d'aventure. Tu portes un nom de fantaisie. Tu ne connais ni ton père ni ta mère. On ne doute pas que tu ne sois gentilhomme à la façon dont tu tiens une épée. Mais tout ce qu'on sait de ta noblesse, c'est que tu te bats comme un lion. Sur mon âme, nous sommes compagnons d'armes, et ce que je dis n'est pas pour t'offenser. Tu m'as sauvé la vie à Rimini, je t'ai sauvé la vie au pont de Vincennes. Nous nous sommes jurés de nous aider en péril comme en amour, de nous venger l'un l'autre quand besoin serait, d'avoir pour ennemis, moi que les tiens, toi que les miens. Un astrologue nous a prédit que nous mourrions tous les deux de la même mort et le même jour, et nous lui avons donné 10 sequins d'or pour la prédiction. Nous ne sommes pas amis, nous sommes frères. Mais enfin, tu as le bonheur de t'appeler simplement Gennaro, de ne tenir à personne, de ne traîner avec toi aucune de ces fatalités souvent héréditaires, qui s'attachent au nom historique. Tu es heureux. Que t'importe ce qui se passe et ce qui s'est passé pourvu qu'il y ait toujours des hommes pour la guerre et des femmes pour le plaisir. Que te fait l'histoire des familles et des villes à toi, enfant du drapeau, qui n'a ni ville ni famille? Nous, vois-tu, Gennaro, c'est différent. Nous avons droit de prendre intérêt aux catastrophes de notre temps. Nos pères et nos mères ont été mêlés à ces tragédies, et presque toutes nos familles saignent encore. Dis-nous ce que tu sais, Jeppo. Gennaro, qui se jette dans un fauteuil dans l'attitude de quelqu'un qui va dormir. Oh, vous me réveillerez quand Jeppo aura fini. Voici. C'est en 1497, réplique de Gubetta dans un coin du théâtre. C'est juste. 97. Dans une certaine nuit d'un mercredi à un jeudi. Non, d'un mardi à un mercredi. Vous avez raison, Gubetta. Cette nuit donc, un batelier du Tibre qui s'était couché dans son bateau le long du bord pour garder ses marchandises vit quelque chose d'effrayant. C'était un peu au-dessous de l'église Santo Hieronimo. Il pouvait être 5 heures après minuit.
Le batelier vit venir dans l'obscurité par le chemin qui est à gauche de l'église 2 hommes qui allaient à pied, de ça, de là, comme inquiets. Après quoi il en parut 2 autres, et enfin 3, en tout 7. Un seul était à cheval. Il faisait nuit assez noire. Dans toutes les maisons qui regardent le Tibre, il n'y avait plus qu'une seule fenêtre éclairée. Les 7 hommes s'approchèrent du bord de l'eau. Celui qui était monté tourna la croupe de son cheval du côté du Tibre, et alors le batelier vit distinctement sur cette croupe des jambes qui pendaient d'un côté, une tête et des bras de l'autre, le cadavre d'un homme. Pendant que leurs camarades guettaient les angles des rues, 2 de ceux qui étaient à pied prirent le corps mort, le balancèrent 2 ou 3 fois avec force et le lancèrent au milieu du Tibre. Au moment où le cadavre frappa l'eau, celui qui était à cheval fit une question à laquelle les 2 autres répondirent. « Oui, monseigneur. » Alors le cavalier se retourna vers le Tibre et vit quelque chose de noir qui flottait dans l'eau. Il demanda ce que c'était. On lui répondit « Monseigneur, c'est le manteau de monseigneur qui est mort. » Et quelqu'un de la troupe jeta des pierres à ce manteau, ce qui le fit enfoncer. Ceci fait, ils s'en allèrent tous de compagnie et prirent le chemin qui mène à Saint-Jacques. Voilà ce que vit ce batelier. Une lugubre aventure. Était-ce quelqu'un de considérable que ces hommes jetaient ainsi à l'eau? Ce cheval me fait un effet étrange. L'assassin en selle et le mort en croupe. Sur ce cheval, il y avait les 2 frères. Vous l'avez dit, monsieur de Belverana. Le cadavre, c'était Jean Borgia. Le cavalier, c'était César Borgia. Donc voici pour la lecture de l'extrait. Alors c'est un extrait un peu long, mais on va l'étudier de manière assez synthétique. On va se focaliser vraiment sur un point. Alors je vous remets les fameuses parties indispensables pour une introduction de commentaire réussie. Donc le contexte historique et littéraire, bon, vous l'avez, on l'a vu en séance 2 et 3. Donc le contexte historique, c'est la France du début du 19e siècle, les années 1830. Nous sommes après l'Empire napoléonien. La France est donc redevenue une monarchie. On est dans une époque que l'on appelle la Restauration. C'est-à-dire que les rois de France sont de retour après les années de règne de Napoléon Ier. Donc ça, c'est du contexte qu'on a vu durant la séance 2. Si vous en souvenez pas, vous revenez à la vidéo ou au cours en PDF que je vous ai donné. Le contexte littéraire, donc, Victor Hugo appartient au mouvement du romantisme. Plus précisément, nous sommes dans le théâtre romantique, donc le théâtre du début de ce 19e siècle. Donc voilà, à peu près ce qu'il faut dire pour le contexte historique et littéraire pour mettre un peu les choses sur pied. La présentation de l'œuvre et de l'extrait. Deuxièmement, donc l'œuvre s'appelle Lucrèce Borgia, elle a été écrite en 1833, je vais y arriver, par un certain Victor Hugo. Victor Hugo qui est un auteur de théâtre, mais également de poésie, de romans. C'est un auteur qui a écrit tout au long du 19e siècle, qui est né à l'extrême début du 19e siècle et qui est mort à l'extrême fin du 19e siècle. C'est quelqu'un qui a vécu plus de 80 années. Lucrèce Borgia est l'une des premières pièces de Victor Hugo, l'un des premiers drames romantiques de Victor Hugo. Voilà, donc à cette époque, le théâtre, comme je vous l'expliquais, a subi une certaine révolution. On n'est plus dans le contexte du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, où on séparait la comédie et la tragédie. Le drame se veut le mélange du comique et du tragique, se veut le mélange du sublime et du grotesque. Donc, voilà à peu près pour situer les choses. Alors, cette œuvre porte le nom d'une femme, Lucrèce Borgia, pas n'importe quelle femme, au destin qui a été racontée. Elle a une réputation d'empoisonneuse, ce qui est idéal pour faire une pièce de théâtre. Faire une pièce de théâtre sur une empoisonneuse, sur une femme sulfureuse. Or, vous avez remarqué que ce début de pièce ne commence pas avec l'arrivée du personnage principal. Il n'y a pas Lucrèce Borgia dans le début de cette œuvre. On préfère présenter plusieurs autres personnages. Et notamment le personnage de Gennaro, qui est le deuxième personnage principal de cette pièce. Lucrèce Borgia n'arrivera qu'un peu plus tard dans la pièce, puisqu'elle va arriver
dans la scène 2, exactement, dans la scène 2, il y a son homme de main qui est déjà présent, Gubetta, alors qui est présent sous un autre nom, sous le nom du comte de Belverada. Voilà, du comte de Belverana, pas Belverada, mais de Belverana. Donc, la situation est déjà installée. On est au tout début de l'œuvre. Imaginez que le rideau n'est pas levé, qu'on ne sait encore rien de ce qui se passe. Alors, on sait quand même certaines choses, puisque l'extrait, j'ai découpé d'une manière particulière, puisque je ne fais pas commencer l'extrait à partir de la première réplique, c'est-à-dire celle de Loferno, mais je vous la fais commencer à partir de la longue didascalie, qui vous présente certains éléments. Comment pourrait-on découper ce texte? Donc ça, c'était pour la partie situation de l'extrait dans l'œuvre. Découpage du texte. Comment est-ce qu'on pourrait découper ce texte? Vous avez remarqué que dans ce texte, il y a une particularité, c'est qu'il y a deux personnages qui ont une grande tirade. Vous avez la grande tirade de Mafio, qui fait un récit, et notamment qui fait la présentation de Gennaro, et vous avez une autre longue tirade, qui est celle de Geppo, qui fait le récit d'un événement qui a eu lieu en 1497, qui est le récit d'un enfant qui est le récit plus précisément de l'assassinat d'un homme. Et plus précisément, qui était impliqué dans ce meurtre, c'était les Borgia, puisque celui qui est mort, et c'est la fin de l'extrait, est Jean Borgia, et celui qui a tué était César Borgia. Donc d'une certaine manière, on présente le décor, on présente aussi la famille Borgia. Donc ça c'est pour le découpage du texte, donc on pourrait dire en gros, présentation de Gennaro, et puis après la présentation de Gennaro, présentation des Borgia. Donc ça, c'est vraiment le découpage du texte. On pourrait même faire une troisième partie si on inclut la didascalie initiale. Donc en gros, pour le découpage du texte, retenez que la première partie pourrait aller de acte premier affront sur affront jusqu'à la fin de la didascalie initiale, donc au fond Venise au clair de lune. C'est important que vous analysiez cette partie-là. Que ensuite, on pourrait aller du début de la scène première, donc de la première réplique de Loferno, jusqu'à la fin du récit de Mafio, dis-nous ce que tu sais, Geppo. Et ensuite, de la réplique de Gennaro, vous me réveillerez quand Geppo aura fini, jusqu'à la fin de l'extrait, le cadavre c'était Jean Borgia, le cavalier c'était César Borgia. En gros, voilà ce qui est intéressant à savoir avant même justement de vous lancer dans l'analyse précise. Je vous rappelle, nous sommes dans la première scène de l'œuvre. Donc ça implique certaines choses. On commence pas une pièce de théâtre n'importe comment. Ça devrait vous rappeler quelque chose qu'on a vu il y a un peu longtemps maintenant, mais pensez-y. Alors, voici comment se présentera, pour ceux qui iront en section technologique, le commentaire de français. Vous allez avoir une petite aide. Si vous choisissez le commentaire l'année prochaine et que vous êtes en section technologique, vous aurez ce qu'on appelle des axes qui vont vous aider à faire le commentaire. Je vous ai donné donc deux axes qui correspondent à deux grandes parties d'un commentaire. La fonction présentative de la scène d'exposition et la fonction incitative de la scène d'exposition. Là, ça devrait vraiment vous dire quelque chose. Je vous laisse là-dessus avec du travail à faire pour mercredi prochain. Alors, vous allez essayer de trouver une problématique à partir de l'annonce du plan. C'est-à-dire qu'à partir des deux grandes parties que je vous ai données, vous allez essayer de créer une question, de créer un projet de lecture pour un éventuel commentaire de texte. Là, on va commencer vraiment à travailler le développement. Ensuite, vous allez répondre à l'un des deux axes que je vous ai proposés, donc soit la fonction présentative, soit la fonction incitative. Choisissez l'un des deux. À chaque fois, vous ferez 3 sous-parties et vous appuierez sur un fait littéraire avec une citation prise dans le texte. Vous rédigerez avec des